Merci Christophe. Euh, je vais vous présenter, deux, deux principes qu'on essaie de mobiliser à Strasbourg. Je vais aller assez vite par manque de temps, donc de temps en temps je serai très péremptoire, mais vraiment tout se discute. Pardon, ok, d'accord, là c'est mieux. Ok. Oui, donc je disais, par manque de temps, je vais parfois être très péremptoire, mais en fait, derrière, il y a de la réflexion et de la discussion qu'on peut toujours alimenter derrière. Voilà. Je fais partie, donc je suis au centre de calcul et de service avancé à la recherche de l'Université de Strasbourg. Je participe à EcoInfo et j'ai cofondé un collectif qui s'appelle Katzele, un petit chaton en alsacien, qui est une exploration collective du convivialisme numérique. Donc je vais en parler un peu, je vais en parler ici. On est un groupe ouvert de citoyens et citoyennes impliqués dans une réflexion et l'expérimentation d'un numérique qui permettent de s'inscrire dans une société que les crises environnementales et sociales d'ailleurs nous imposent de refonder. Et en fait, outre l'urgence qui nous oppresse quand on parle d'écologie et d'autres problèmes, par exemple la vie privée et tout ça, on a vraiment l'impression que ça pourrait être une chance de repenser le numérique avec des contraintes qui nous sont proposées par les limites planétaires. Ouais, pardon. Ok. Donc, comme dit, je vais faire des raccourcis, mais on en reparle si jamais je suis trop péremptoire, n'hésitez pas. Soit en m'écrivant personnellement, il y a la liste Forum Eco Info qui permet aussi de poser ce genre de questions. Et puis voilà, nous on a besoin de toute façon de toutes les énergies, de toutes les réflexions. On est certainement, on présente une réflexion en cours c'est une réflexion en cours et pas du tout quelque chose qu'on estime comme abouti. On est en face donc de problèmes face à nos consciences écologiques, face aux limites planétaires, face à la prise de conscience de plus en plus grandissante qu'on a des infrastructures économiques et matérielles qui sont fragilisées. Donc, je demande toujours à quel point on a les stress hydriques qu'on va vivre, par exemple, pour nous permettre de conserver de l'approvisionnement en électricité, ce genre de choses. Donc on a, je crois, on est de plus en plus nombreux à dire que, de gré ou de force, on va devoir réduire la voilure. La question, c'est comment on la réduit. La première approche que je vois, dont on entend souvent parler, là, l'éco-conception, c'est effectuer des... Celui-là, toujours. C'est effectuer des économies qu'on estime marginales sur un numérique qui a été pensé dans des perspectives très différentes. Nous, on pense que c'est pas suffisant pour résoudre les problèmes auxquels on fait face. Et du coup aussi, il faut rappeler deux choses quand on essaie de réduire l'empreinte d'usage. De quoi on parle en fait? Parce que d'ailleurs, ça a été répété, ça a été dit dans d'autres slides, mais 80% de la pollution numérique, on estime que c'est la production du matériel, et sur la production, la consommation électrique, on estime aussi que 80% de la pollution de la facture, c'est de la consommation passive. Donc c'est le fait de simplement avoir des appareils sous tension. Donc quand on essaie de réduire la facture, on peut se demander de quoi on parle. En gros, idéalement, évidemment, si on n'avait pas besoin du numérique, le mieux à faire, c'est ne pas produire, tout simplement pour éviter les 80% de la pollution. Et sur la 80% de la pollution restante, on peut tout simplement mettre hors tension. C'est pas soutenable. Pourquoi? Parce que, là encore, ça a été dit, il y a dans les graphiques que vous avez vus avant, il y a les terminaux qui arrivent là-dedans et qui créent une pollution qui font que, de temps en temps, ça vaut même pas trop l'intérêt de faire des efforts pour optimiser le niveau des serveurs. La pollution, elle est due au fait qu'il y a beaucoup trop de terminaux. Donc, l'informatique
personnel, le fait de vouloir avoir tous un ordinateur en permanence, voire 2 ordinateurs parce qu'on a une tablette, voire 3 ordinateurs parce qu'on a un smartphone, voire 4 ordinateurs parce que quand on rentre chez soi, on a une PlayStation, voire 5 ordinateurs parce qu'on a aussi une télévision, voire 6 ordinateurs parce qu'on a une box, voire 7 ordinateurs. Bref, vous voyez le principe. Ça, c'est pas possible. C'est environnementalement, c'est pas soutenable. Donc, comment j'ai résolu le problème chez moi, par exemple? J'ai plus le net, tout simplement. Alors, ça fait 30 € d'économie par mois, en plus. Et en fait, je pense que c'est vers ça qu'il faut se diriger. En plus, il n'y a plus d'effet rebond associé à ma consommation, dans le sens où, là où j'ai peut-être, alors ça n'a jamais été mon cas, mais là où peut-être d'autres auraient tendance à poster frénétiquement des vidéos de chatons, moi je suis obligé de faire au moins 500 mètres pour aller au premier endroit où je peux me connecter. Bon, tout de suite, je remets en question l'idée de poster compulsivement, quoi. Donc on peut avoir, du coup, on raisonne l'usage parce que il y a de la rareté que j'ai volontairement créée. Donc du coup, l'éco-conception telle que nous on l'envisage, c'est déjà de proposer une informatique post-personnelle. Donc là, il n'y a pas d'éco-conception, mais une fois qu'on aura tous ces ordinateurs qui ne serviraient à rien, on peut se poser la question de comment on les fait durer au maximum. Donc repousser la notion de déchet ultime, maximiser les usages quand c'est sous tension. Donc en gros, une fois que j'ai mon PC sous tension, qu'est-ce que je peux en faire pour rentabiliser au maximum cette énergie qui de toute façon va être consommée? C'est donc refuser aussi de renouveler, de déployer, donc c'est essayer de faire vieillir au maximum, et c'est produire un maximum de services sous cette contrainte. Donc une fois qu'un PC est démarré, qu'est-ce qu'on en fait? Donc comme je vous disais, je crois que l'informatique post-personnelle est condamnée. Ça nous permettra aussi une réduction à terme. Je parle toujours comme je vous disais, de manière péremptoire et un peu exploratoire, mais on peut en rediscuter. Ça permet de faire disparaître plein de capillarisation réseau qui, mine de rien, nécessitent de l'énergie, qui nécessitent de la maintenance, qui nécessitent du renouvellement. Et du coup, ça nécessite aussi que les gens puissent accéder aux services numériques différemment. Donc comment on fait ça? On va recréer des lieux où on va mutualiser les outils d'usage du numérique. Donc on va voir comme on avait dans les années 80-90, des salles de ressources et des choses comme ça. Curieusement, si on regarde la situation actuelle, il y a des gens qui ont continué à avoir des espaces, des tiers-lieux qui sont un peu ou pro, qui ressemblent aux salles de ressources. On a tout ce qui est hackerspace et tout ça, ça continue. Donc il y a une propriété là. Pourquoi ces gens font ça alors qu'ils n'en auraient pas besoin? C'est pour nous quelque chose de très intéressant. Donc voilà, donc des lieux où on va récupérer ce matériel pour l'exploiter mutuellement, et donc on partagera l'usage, mais aussi la maintenance et l'évolution de ces moyens numériques. C'est une nouvelle configuration, ça offre des contraintes fortes, comme je vous disais, mais par contre ça offre aussi des opportunités. Donc je vais parler ici. Et du coup, ça offre d'autres besoins en termes d'informatique. Donc, il y a plein de choses en fait où il y a vraiment des questions techniques ouvertes. Donc, j'imagine qu'en termes de recherche, il y aurait aussi pas mal de choses à faire. L'opportunité principale que je vois dans un modèle où on se retrouverait enfin dans la même pièce, et là, je fais appel à ma propre expérience. Moi, je suis né dans les années fin des années 70, j'ai commencé à bidouiller dans le truc des années 80, et en fait, les ordinateurs étaient chers, et donc on se retrouvait à l'école, on se retrouvait chez des amis pour pratiquer le numérique, et on le pratiquait ensemble, et on apprenait les uns des autres.
Et quand il y avait une question qu'on se posait, on se la posait collectivement et on répondait assez rapidement. En fait, c'était plus un objet social, finalement, le numérique à l'époque, qu'un objet technique en premier lieu. Si on réenvisage ça, la transmission de savoir se fait très différemment. On n'est pas livré à nous-mêmes devant un ordinateur, on n'est pas en train de chercher bêtement dans une interface qui n'a pas été documentée, voire on n'est pas en train de chercher de notre solution dans des milliers de lignes. Non, on demande, on en parle, on essaie de voir comment on peut solutionner des problèmes ensemble. Donc l'idée, c'est de proposer un numérique où on décide les choses ensemble, où on maintient les choses ensemble, où on utilise les choses ensemble, et on apprend les choses ensemble. Mais pour que ça marche, ça, il faut développer le deuxième concept qui nous semble important, c'est le convivialisme. Donc le convivialisme, en fait, qui est une contraction qui est un mot qui est tiré de convivo, donc vivre ensemble. C'est finalement les propriétés techniques, les propriétés d'un objet technique qui vont permettre de vivre non seulement avec l'outil, mais faire corps autour de cet outil. Alors, je ne suis pas un grand lecteur d'Illich, machin. Moi, je n'ai récupéré le terme de convivialisme tout simplement parce que quand on expliquait notre projet, il y a des gens qui, eux, avaient lu Illich, qui nous disaient c'est le convivialisme, tout ça. Donc, Illich était quelqu'un qui critiquait l'évolution, enfin l'usage de la technologie et l'évolution que cet usage en produit dans les années 70. Ce qui est intéressant, c'est que c'est à la même période où on a vu les premières versions d'Unix apparaître. Et visiblement, là encore sans être historien, c'est une période où on était très très critique, non pas de la technologie, mais de l'explosion de la complexité dans la technologie. Donc les Unixiens, d'ailleurs, au passage, ils nous ont légué des choses. Je veux dire, bon, alors du code évidemment, mais pas mal d'essais. Ils nous ont légué des licences, notamment les licences libres, qui expriment quatre libertés, la liberté d'usage, mais aussi la liberté d'auditer un code, la liberté de le modifier et la liberté de le redistribuer. Donc, quand un logiciel est libre, il est commun. Ça, c'est quelque chose qu'on doit aux Unixiens à la base. Et dans un monde où on est obligé de mutualiser, il me semble que respecter la notion de commun, c'est quelque chose de fondamental. Maintenant, on a une grosse communauté qui crée du logiciel libre. Et là, pour moi, il y a une toute petite arnaque, c'est que, c'est pas une arnaque, c'est pas quelque chose de volontaire, mais quelqu'un qui me dit aujourd'hui, oui, Firefox, par exemple, c'est du logiciel libre, tu peux prendre le code, le modifier, le compiler, machin, mais qui a envie de se taper 65 millions de codes de C++ parce qu'il a trouvé un bug ou quoi? Personne ne fait ça. C'est beaucoup trop compliqué. Et le coût d'entrée est beaucoup trop rude pour s'y investir. Dans les outils Unix, on peut. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple. Donc il y avait vraiment cette idée de keep it simple, stupid simple. Faire des choses simples, tout simplement parce que ça permet d'être à taille humaine et de pouvoir être maintenu. Donc un des deux grands principes du Kit, c'est d'avoir des petits outils qui coopèrent et d'utiliser des textes parce que le texte c'est un protocole universel. Le gros avantage, c'est que du coup, ça tient sur des terminaux. Alors, je sais qu'il y a des critiques sur les TTY, machin, mais l'idée n'est pas de prendre Unix, mais éventuellement de le moderniser. Mais en tout cas, en termes de conceptualisation de comment devrait fonctionner un logiciel, mine de rien, ils ont déjà une culture de la simplicité, ils ont déjà une culture de la frugalité. Donc, ils créent du code qui est maintenable, qui est transmissible, qui est jetable, parce que un bout de code qui a pas pris beaucoup de temps à écrire, finalement, on peut très vite s'en débarrasser au profit d'autre chose. Donc la culture Unix, elle me paraît pertinente comme base
de la sobriété numérique parce qu'elle est effectivement, elle répond à des critères, des critères qui sont mobilisés dans les milieux low-tech. Alors c'est drôle parce qu'on parle, on parle de temps en temps, notamment il y a eu un festival du film Le Vert où on était invité à intervenir. On a parlé à des gens qui ont une culture radicale, qui font de l'habitat, qui font de l'agriculture et ainsi de suite. On était tous d'accord sur le fait qu'il faut revenir à des choses qui sont extrêmement simples parce que ça permet de faire groupe autour de ces outils. Donc, cette culture Unix, elle est pertinente en soi, elle est même productrice d'intuition, c'est-à-dire quand on pratique le monde Unix, on commence tout doucement, une fois qu'on a joué avec les pipes et tout ça, on se rend bien compte que on se rend compte de comment il faut articuler les outils pour les garder simples. En plus, comme je vous disais, elle est documentée, hein, il y a plein d'essais là sur la question. Il y a notamment le bouquin qui s'appelle The Art of Unix Programming. Alors, les exemples de code ont vieilli, mais par contre, la philosophie qu'il y a derrière, elle reste très intéressante. Donc du coup, et surtout, elle est adoptée. Enfin, je veux dire, le gros avantage, je pense qu'on a vraiment un problème de temps là. Si on veut refonder un numérique rapidement, on est pressé. C'est-à-dire, c'est pas un numérique qu'on peut déployer dans 30 ans. C'est pas un numérique qu'on peut déployer. On n'a pas des dizaines d'années devant nous. Donc, l'avantage de la culture Unix, c'est qu'elle est déjà en place dans pas mal d'endroits et on peut repartir de ça. Donc voilà, c'est soutenable, c'est possible. Donc comme je vous disais, on manque de temps pour l'adoption. C'est aussi résilient. Tous ces outils-là, ils ont été créés à une époque où les gens avaient pas forcément une connexion permanente. Moi, je crois que de toute façon, dans le futur, on n'arrivera pas à maintenir cette connexion permanente. C'est mutualisé par principe et je pense que du coup, ça permet aussi de créer une informatique heureuse. Je dis ça parce que comme je vous disais, je fais appel à ma propre expérience où vraiment il y avait ce côté culturel et social autour de l'outil. Donc, produire une culture donc moi je pense que vraiment il faut une informatique post-personnelle, il faut une informatique conviviale et l'informatique la plus conviviale qu'on ait immédiatement à disposition, c'est la culture Unix. Je dis pas qu'il faut pas moderniser Unix, ça on peut en discuter, mais je pense que la façon dont les choses s'articulent dans Unix, c'est une très bonne base. Voilà, donc par contre, quand on parle de simplicité, j'aimerais juste revenir sur des définitions. En fait, le minimalisme, quand on parle de minimalisme, les gens voient ça comme un challenge intellectuel. Je réitère, c'est vraiment l'idée de rechercher le convivialisme. Et quand je parle de simplicité, je parle vraiment d'un aspect qu'on regarde, qu'on voit quand on comprend comment l'outil est fait. C'est pas la simplicité au sens intuitivité de l'outil. Et pour moi, de toute façon, d'après ce que je vois, cette intuitivité elle est au moins en partie culturelle. C'est-à-dire quand je vois comment les gens arrivent à s'en sortir dans des interfaces web dans lesquelles je suis paumé, je comprends bien que là il y a une culture que je n'ai pas et qui fait que des gens vont trouver ça simple ou enfin intuitif ou pas justement. La productivité, je pense qu'elle doit être évaluée. C'est-à-dire quand on vous file un objet technique et qu'on vous donne une interface graphique en disant regardez c'est tout simple, vous cliquez là, là, là. Ce qui est valorisé là, c'est la possibilité de se débarrasser de vous et de pas vous faire rentrer dans la réflexion intellectuelle de la création de l'outil. Je pense vraiment que du moment où vous avez du moment où on apprend aux gens à utiliser des choses simples, mais qu'on les accompagne, qu'on leur donne des cours, qu'on les assiste quand ils ont des besoins. Nous, c'est ce qu'on fait à Strasbourg, j'en parlerai un peu plus tard. Et ben en fait, on arrive à se débarrasser d'autres développements, de gros développements, de l'explosion de la balkanisation qu'on a des outils, tout simplement parce qu'on va utiliser des outils génériques. Donc j'essaie de voir combien de temps. Ouais, je vais me dépêcher. Donc je vais, pour ceux qui ont fait attention, j'utilise en fait une simple corde comme ceinture.
Je vais juste vous montrer, parce que comme vous avez tous pas fait enfin, alors, qui fait de l'escalade là-dedans? J'imagine la moitié des gens qui sont là. Voilà, ok. Donc je vais pas vous. Mais par contre, est-ce que vous avez déjà vu que c'est extrêmement simple une corde et on peut faire énormément de choses avec. Je veux dire, là, c'est la corde de mon hamac en fait. Je m'en sers comme ceinture. Très rapidement, je peux faire une anse pour soulever un poids lourd. Je peux m'en faire une échelle de corde. Si vous me filez deux perches, éventuellement, on peut organiser, on peut rapidement faire un brancard de fortune. Si vous avez l'habitude de faire des nœuds, et vous l'avez probablement en escalade, vous avez là un objet simple qui est extrêmement polyvalent, donc qui a un côté générique et qui va venir se coller au niveau de, enfin comment dire, qui va s'adapter à votre besoin. Ça, c'est quelque chose qui est une propriété super importante. Si vous avez une corde, vous n'avez pas besoin de plein d'autres trucs dans votre sac. C'est simple, mais est-ce que c'est intuitif? Donc question là, les gens qui ont fait de l'escalade, est-ce que vous avez lu un bouquin pour apprendre vos nœuds? Hein? Exactement. Quelqu'un était à côté de vous et quelqu'un vous l'a montré. Et quelqu'un vous a montré le nœud approprié parce que lui avait ce besoin, vous l'avez aussi. D'accord? À aucun moment on ouvre un bouquin, à aucun moment on vous donne une corde et on vous laisse vous démerder avec la corde. C'est beaucoup trop compliqué. Nourrir des intuitions, ça se passe d'abord une fois qu'il y a une transmission du savoir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très important. C'est vraiment comme ça c'est en ça que nous on pense que le convivialisme, c'est avant tout un projet social. Moi, je suis pas en train de vous parler technologie là. Je suis juste en train de vous dire, je pense que si on veut réussir à créer un nouveau numérique, il faut exactement faire ce que des gens comme, par exemple, typiquement Steve Jobs, quand il disait, quand il a présenté son Apple en 84 et qu'il a dit The Computer for the Rest of Us, il l'a peut-être dit avec la meilleure volonté du monde, mais là, il a créé une barrière entre d'un côté les utilisateurs et de l'autre côté les développeurs, et on ne sait plus parler. Okay, ça, c'est quelque chose qu'il faut casser. Créer des outils parce que les gens veulent cliquer, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix qu'ils cliquent. Si on recrée un lien, si on recrée de l'accompagnement, si on recrée un collectif autour de ce truc-là, on n'a pas besoin de tant d'outils et surtout, on se rend compte à quel point tous ces outils sont redondants. Pour ceux qui ont fait de l'Unix, pour revenir à mon truc, quand vous avez VI, SED, Hawk, machin, enfin, il y a plein d'outils que vous avez, dont vous n'avez plus besoin. Donc, c'est un outil donc qui est simple à comprendre, qui est fiable parce que mine de rien, là en l'occurrence par exemple, j'ai pas besoin de boucle de ceinture. Quand je m'en sers comme corde de hamac, je n'ai pas besoin de mousqueton tout simplement parce que je sais faire un nœud. Comme je vous ai dit, j'en ai d'autres usages qui n'ont jamais été documentés et personne ne va documenter. Enfin, qui veut écrire un livre sur tous les usages possibles d'une corde, quoi? Je veux dire, c'est ridicule. Euh, voilà, c'est émancipant parce que si je commence à connaître un nœud, et ben j'ai plus besoin de vous ou d'un autre outil pour plein d'autres choses. Voilà. Et par contre, ça nous a coûté. Bien sûr, ça nous a coûté. La première fois, enfin moi je me souviens que les lacets, ça a été un vrai problème pour moi. Est-ce que ça valait le coup d'apprendre? Bien sûr, ça valait le coup d'apprendre. Est-ce que quelqu'un m'a montré? Oui, quelqu'un m'a montré. Est-ce que je le referais? Oui, clairement. Voilà. Et c'est pareil avec les outils Unix, par exemple. Pour ceux qui connaissent Mutt qui est justement, qui est juste le truc qui va vous permettre de piloter tous les trucs qui utilisent votre messagerie. Eh ben en fait, quand vous avez Mutt plus Vim, vous avez plus besoin sachant que Vim en plus sait ouvrir des pipes, ben vous avez plus besoin d'un certain nombre d'outils. Voire, j'ai une richesse fonctionnelle que je défie, en fait les utilisateurs d'autres MUA de venir me taquiner sur la richesse fonctionnelle de Mutt. Mais pourquoi? Parce que justement, il va se connecter avec plein d'outils. Alors pour le coup, la Rispel, c'est un truc qui permet de faire des sondages. C'est un tout petit truc. C'est voilà, c'est l'équivalent d'un Framadate, mais avec quelques lignes de shell.
Git patch, donc en fait on n'a pas besoin d'un GitLab, hein, on peut très bien s'envoyer des mails avec des patchs et savoir appliquer des patchs. RT, donc request tracker, donc je peux interagir avec le mail, j'ai pas besoin d'avoir une interface web, et donc du coup c'est autant de développement en moins. Et il y a plein de choses qu'on peut faire directement avec le mail du moment où on prend le mail comme quelque chose qui nous donne de l'information qu'on peut ensuite traiter. D'ailleurs au passage, je peux indexer comme je veux, je peux supprimer comme je veux, enfin, j'ai une liberté totale. Il m'arrive par exemple de, de télécharger des mails dans des répertoires de travail, tout simplement parce que c'est plus pratique et je peux en fait, depuis ce répertoire de travail, envoyer des mails, ça pose aucun problème. Voilà, donc pour résumer ce que je viens de vous dire, donc ne plus acheter d'ordinateur, là pour le coup c'est dans l'idéal. Évidemment il faudrait ne plus acheter d'ordinateur, alors je suis pas con, hein, évidemment on aura besoin d'autres ordinateurs, mais pour le coup les low-tech là qui sont en train de vouloir acheter des trucs plus petits pour commencer à... Mais non, l'idée c'est justement de ne plus polluer, de ne plus acheter, c'est d'utiliser ce qu'on a déjà. D'accord, il faut pas remettre la main au portefeuille. Créer des magasins de pièces, donc ça c'est des trucs qu'on essaie de faire sur Strasbourg. Partager les ressources. Alors par exemple, typiquement, vu les usages qu'on a du numérique, un PC actuel pourrait très bien faire un serveur de terminaux pour 5 ou 6 personnes. Je garantis quoi. Je pense qu'on n'a pas besoin de plus. Donc passer tout le monde sous Unix. Alors pas seulement d'ailleurs pour l'aspect technique, intuition de ce qu'est la simplicité et tout ça, mais aussi tout simplement parce qu'il y a une grosse logithèque de logiciels libres et on a tout intérêt pour d'autres raisons sociales que j'ai pas évoquées d'ailleurs, à aller vers le logiciel libre. Alors repartir d'Unix aussi. Alors je sais qu'il y a plein de critiques sur Unix c'est vieux, machin et tout ça. Et je suis pas en train de dire que il faut pas moderniser Unix. Par contre, même si on modernise Unix, les gens qui critiquent Unix ne critiquent jamais la philosophie de base, qui est la manière dont les programmes interagissent à travers les pipes. C'est vraiment plus des détails techniques du genre est-ce qu'il faut conserver la TTY, enfin donc la façon dont on gère les terminaux. Ça, éventuellement, il y a des trucs qui ont vieilli là-dedans. Et je dis pas qu'il faut pas faire du nettoyage, mais en tout cas, garder cette culture du développement et de la coopération, cette notion qui s'est un peu paumée d'ailleurs au passage de power user, où on ne sait pas trop d'ailleurs quand est-ce qu'on est utilisateur, quand est-ce qu'on devient développeur en fait. Quelqu'un qui édite un Makefile, il ne sait pas trop enfin, il a juste édité un fichier comme il en a l'habitude parce qu'il veut modifier son latex là, mais est-ce que ça fait de lui un développeur? Voilà, donc il y a une frontière là qui peut être subtile. Donc repartir de ces exemples-là pour reprendre les bonnes intuitions en termes d'usage et poser les bonnes questions pour la modernisation. Et puis comme dit, faire société, apprendre ensemble, animer des ateliers. Nous c'est ce qu'on fait à Strasbourg. Voilà. J'avais plein d'initiatives à vous proposer. Manque de bol, comme je parle lentement, du coup j'ai cramé mon temps de parole. Donc voilà. C'était bon. Non, non, après c'était... ah oui, si, justement. Par contre, pour ceux qui... Alors, c'est un des trucs, rapidement, je vais finir sur cette slide-là. Voilà. Il y a plein de gens qui m'ont fait la réflexion, quand on a commencé à faire ça il y a quelques années, qui me disaient, mais ça prendra jamais, le chercheur, il veut pas, l'utilisateur, il veut pas, l'usager ceci, l'usager cela. Alors, soit ils sont débiles, soit ils sont feignants, quoi. C'est pas vrai. Nous, on a vraiment des bons retours. Des gens qui nous disent voilà, mais pourquoi on nous a pas montré ça avant, je comprends enfin, mais en fait c'est simple. Et là pour le coup la toute dernière, je me suis dit je vais prendre le tout dernier témoignage que j'ai, donc je me suis vraiment prise au jeu. C'était le déclencheur que j'attendais pour changer le regard sur la sobriété numérique et l'échange avec la machine. Merci à vous deux. Voilà, c'est ce genre de truc de feedback qu'on a. Alors je dis pas, il y a peut-être des gens qui repartent dégoûtés et qu'on verra jamais. Par contre, il y a déjà une base de gens qui ont envie de s'y mettre. Et ces gens-là, il faut aller les assister. Et ces gens-là, il faut les choyer. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons prendre des questions de la salle. Ou après,
on regroupe toutes les questions à la fin. Comme ça, on peut enchaîner avec la deuxième présentation. Donc, Léo, es-tu prêt? Non, je suis pas connecté, moi. Donc, pendant que Léo se installe, on a peut-être le temps de prendre une question, du coup. Il y avait une question ici. Euh, ouais, une question rapide. Je voulais te demander ton avis du coup sur la ludification pour la réappropriation. Je ne sais pas ce que tu fais donc dans ces ateliers que tu organises, mais par exemple quand on a à apprendre Vim, quand on commence sur des Vim Tutor ou Vim Adventure ou ce genre de trucs, c'est quand même beaucoup plus simple de se remettre dedans. Et je ne sais pas ce qu'il existe en termes d'autres outils Unix dans lesquels l'apprentissage pourrait être fait par ce genre de jeu. Et donc effectivement introduit par la communauté, par les pairs, mais également comment dire approprié par la personne qui va et jouer et apprendre à utiliser les outils au passage. Intéressant, est-ce que c'est fait? Est-ce que la majorité des outils être indispensable? On a plusieurs choses. On a effectivement des. Ouais, pardon. Donc on a effectivement des. On fait même ça en dehors du campus. On a fait un truc à l'Ososphère, qui est un festival d'art électronique, où justement on a fait un espèce d'escape game. Euh, Par contre, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui arrivent avec des besoins opérationnels et qui ont juste pas idée du fait qu'on puisse utiliser. Bah, typiquement, si tu viens me voir après, j'ai un atelier où je très simplement en piquant une carte sur Wikipédia et en chopant sur le site de la RATP euh, une liste un PDF qui contient la liste des points de vente RATP en France. Donc l'idée c'est d'avoir un ticket de métro quand tu arrives à Paris. J'ai généré en fait une carte qui s'inscrit dans un document qui est dans un PDF avec un tableau et tout. Et ça, rien que ça, c'est pas un escape game, c'est pas un jeu, mais c'est tellement nouveau pour eux de voir qu'en quelques lignes de haut, qu'avec un Makefile, on arrive à faire ce genre de choses, que ça vaut bien un jeu, quoi. Par contre, comme dit, là où notre valeur ajoutée là, c'est vraiment justement d'expliquer comment on a fait, de le faire avec eux et de leur montrer des trucs qui en fait sont bluffants pour eux. Ils se rendent pas compte qu'on peut arriver à des trucs aussi simples aussi facilement, quoi. Non, qui découvrent avec toi. Découvre avec toi. C'est-à-dire, en gros, tu dis, voilà, je veux générer un PDF avec une carte de France qui est colorée en fonction des endroits où je peux trouver les stations de métro. On va faire ça. Et en fait, alors, pour le coup, c'est drôle parce qu'au départ, je faisais l'inverse, c'est-à-dire, j'essaie de décrire les outils, machin, blablabla. Ça marche pas. En fait, il faut partir d'un use case que tout le monde comprend et ensuite descendre petit à petit. C'est vraiment les derniers ateliers qu'on a fait là, c'est sur cette base-là qu'on les fait et ça prend bien quoi. Et donc du coup, on continue à faire des escape games, mais plus sur des trucs, par exemple, qui va nécessiter de comprendre comment fonctionne, qu'est-ce que sont vraiment les fichiers, qu'est-ce que les capacités d'un terminal. Là, effectivement, en fait, tu peux aller jouer parce qu'il n'y a rien de fun à en tirer quoi. Là, tu peux gamifier. Mais on peut en reparler. Hein, on a vraiment je peux te montrer ce qu'on a fait comme jeu justement, et je peux te montrer ce qu'on a fait comme atelier plus en mode faites des trucs concrets quoi. Bon, on a encore des petits problèmes techniques. On jongle avec du Big Blue Button et du Zoom. Du coup, on a peut-être encore le temps pour une autre question. Non, c'est bon? On va prendre une question supplémentaire. Ici, je porte le micro.
Merci. Il y a des ateliers comme ça juste en Alsace ou il y a un réseau en France? J'aimerais bien créer le réseau. Alors, je pense qu'il y a d'autres endroits où on fait des ateliers. Pour le coup, dans le milieu associatif, évidemment, si dans les hackerspace et ce genre de choses, c'est pas forcément des ateliers, c'est des gens qui réagissent comme nous. C'est-à-dire, vous arrivez avec un problème. Et en fait, on va se mettre autour de vous, on va essayer votre problème devient le jeu collectif de la soirée, quoi. Euh, euh, Maintenant, pour ce qui est du monde universitaire, moi, j'ai pas de. Alors pour le coup, nous, on a des ateliers d'écosophie en Alsace où on le fait en remote. C'est accessible en remote, mais par contre, j'ai pas de connaissance d'autres personnes qui font des ateliers. Mais enfin, je me dis que ça doit exister, quoi. J'aimerais beaucoup réussir à densifier le réseau. Et par contre, oui, une des choses aussi, c'est l'université de Strasbourg est assez cool là-dessus. Du moment où on est défrayé, on peut venir animer des ateliers. On l'a déjà fait, en fait, aller animer enfin, venir d'ailleurs, par exemple, à une conférence ou pour en parler et tout ça, ils sont assez ouverts du moment où on est défrayé, quoi. Donc, voilà. Merci encore une fois. On va t'applaudir de nouveau.